Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut. Et aujourd'hui nouveau sujet, donc on va parler des hikikomori. C'est un sujet qu'on avait vu passer une fois dans un documentaire et voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce sujet-là. On voulait un peu développer ce sujet. Lucas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu Non, c'est sûr, en fait, c'est un phénomène qui s'est développé surtout au Japon après la crise économique de 90. On l'avait fait en écho au lycée. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui ne se sont pas retrouvées dans la société japonaise. Voilà, ils n'arrivaient pas à trouver des métiers qui leur correspondaient, tu vois. Et aussi avec la pression des parents, comme avec le suneng, tu vois, les parents qui viennent derrière toi, qui te mettent vraiment une grosse pression. Donc, si tu déçois tes parents, t'as pas réussi ta vie, tu vois. Donc, beaucoup de gens restaient cloîtrés dans leur chambre et au final, restaient là-bas pendant des mois parce qu'ils trouvaient pas un sens à leur vie au final. C'est exactement ça, ouais, t'as bien résumé parce que au final, les hikikomori, donc si on devait catégoriser, c'est un peu des gens entre 15 et 30 ans qui se renferment socialement, donc qui restent enfermés chez eux. On dit on le considère comme hikikomori quand ils restent plus de 6 mois chez eux enfermés. Ouais. Le mot hikikomori, en fait, il veut dire en gros se cloîtrer chez soi. Et c'est vraiment donc un phénomène qui a commencé au Japon et qui un peu maintenant se retrouve partout dans le monde. On commence à en avoir en France. Et nous, on voulait savoir d'où venait ce phénomène, pourquoi on en était arrivé là. Et voilà, c'est un peu le syndrome d'une société malade, un peu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et en France, ça s'est surtout développé pendant le Covid, tu vois. Beaucoup de gens sont restés chez eux à se poser plein de questions, tu vois, sur la société et comment ils interprétaient leur vie actuelle, tu vois. Donc tout ça a fait que maintenant il y a une recrudescence, il y a vraiment un pic, tu vois, genre en termes de... Ouais. Bon, c'est pas... Après, c'est vraiment, en fait, c'est dur à classifier, tu vois, parce que c'est pas vraiment une pathologie, c'est vraiment la réaction que t'as face à l'expérience de vie que tu mènes. C'est pas vraiment psychologique, c'est pas une barrière. C'est pas c'est pas des gens qui ont peur de la foule en général, tu vois, c'est vraiment à travers l'interaction sociale, ils se disent, maintenant je veux rester à la maison, voilà, je préfère être seul, j'ai eu de mauvaises expériences, j'ai été maltraité par la société, en gros. Et maintenant, ma réaction à ça, c'est, tu vois, me cloîtrer chez moi. C'est ça, c'est comme Lucas l'a précisé, c'est pas vu comme une maladie aujourd'hui, pas comme une pathologie psychologique, parce que certains parents, en fait, ils voudraient que ce soit une maladie, tu vois, limite, ils voudraient une cause pour un peu se rassurer et dire que mon fils est malade, mais en fait, non, on ne naît pas hikikomori, en fait, on le devient, et il y avait une psychiatre qui précisait que... En fait, chaque hikikomori avait une histoire différente. Tu vois, il y avait des personnes, par exemple, qui avaient été victimes de harcèlement durant leur enfance et du coup, qui osaient pas faire face à la société plus grande parce que ils avaient peur que les personnes les traitent de la même manière. Tu vois, ils faisaient un peu une identification. Il y a des personnes qui ont subi des abus sexuels quand ils étaient petits. Et chacun, en fait, a un peu une histoire différente qui les rend un peu renfermés socialement. Et donc, en fait, le monde les dégoûte. Tu vois, ils ont peur de passer un appel. Certains, ils ont peur d'envoyer un mail. Manque de confiance en eux aussi. Voilà, c'est ça, avec de mauvaises expériences pendant l'enfance, comme tu disais. Et il y a un truc au Japon qui est vraiment spécial avec les parents, c'est qu'ils ont souvent honte de ces enfants-là. Ils veulent pas vraiment attaquer le problème. Ils se disent, c'est une mauvaise passe. Ils vont pas, par exemple, aller essayer d'ouvrir la porte, aller discuter avec leur enfant. Ils vont se dire, il est pas bien, ça va passer, et tout ça. Et au fur et à mesure, plus tu t'isoles, plus tu rentres dans cette boucle et plus ça dure dans le temps au final. Et c'est pour ça qu'il faut en parler au plus vite. Et je pense que c'est la meilleure solution à faire. C'est ça. Et c'est que les parents, en fait, ça devient un sujet tabou. On le voit à travers les reportages. Au Japon, dans la société, on est plus orienté vers le groupe plutôt que sur l'individu. Du coup, le groupe va primer, tu vois. Il y avait un docteur, tu vois, dans une université japonaise qui expliquait que c'était vraiment un phénomène qui a commencé au Japon parce que en fait, les parents vivent à travers leur enfant, tu vois. L'enfant doit réaliser le rêve des parents. Tu vois, si le parent veut que l'enfant soit médecin, il va lui dire, fais médecin, alors que l'enfant, il en a pas envie, mais il va le faire pour ne pas décevoir ses parents. Le problème, c'est que s'il déçoit ses parents, il va être vu comme quelqu'un de raté, comme le suneng, au final, comme c'est un peu comme c'est de l'ascension sociale, en fait. C'est les parents qui disent, à ton âge, j'avais pas ces opportunités-là, maintenant, c'est à toi de les saisir. Et en gros, ils vivent par procuration, tu vois. Ils se disent, mes enfants, il faut qu'ils réussissent, sinon c'est...
Du coup, toute cette pression engrangée, et on en arrive à, voilà, à un ras-le-bol de tout et rester coincé. Et les parents, Ouais. voilà, ils ont honte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, voilà, il y en a beaucoup de 15 à 30 ans, mais ça va au-delà. Des fois, il y a des gars de 40 ans, 50 ans. Bon, certaines femmes, ça touche plus les hommes en général, mais c'est vraiment un sujet de société à prendre très au sérieux. Et on compte plus d'1 million de hikikomori au Japon. Donc le sujet est vraiment pris au sérieux. Et au-delà de ça, donc, il y a ce phénomène, il est venu en France, et on voit qu'il y a un mal-être donc, chez les personnes qui restent seules, tu vois, coincées, parce qu'au final, ils se sentent dans leur bulle, ils sont à l'aise seuls, mais ils deviennent malheureux au fur et à mesure parce qu'ils n'ont plus d'interaction avec personne. Ils n'ont plus personne à qui parler. Donc au final, la solitude, ça les rend malheureux, tu vois. Ouais. Souvent, c'est agréable au début, tu vois. Tu auras quelques semaines, voilà, tu te retranches sur toi-même et tu fais ce qui te plaît, voilà, sans avoir cette pression sociale. Parce qu'eux, ils aient, voilà, le regard des autres, les handicaps au fur et à mesure. Donc c'est agréable au début, mais comme tu disais, l'être humain est fait d'interaction, tu vois. Donc c'est un peu contre nature de rester chez soi dans leur chambre. Après, il y a des personnes qui le vivent bien, tu vois, qui sont heureux en soi d'être, tu vois, d'être un peu cloisonné. Mais je pense que tout être humain a besoin de sortir, tu vois, si ce n'est que pour sa santé, tu vois, de bouger dehors, d'avoir des interactions, de parler. Et en fait, ce qui est encore plus malheureux dans les hikikomori, c'est que l'enfant va être cloisonné, je dis n'importe quoi, des fois ça arrive 1 an, 2 ans, 3 ans. Les parents vont vivre dans la même maison mais vont jamais voir leur enfant pendant 6 mois. Ils vont que lui déposer des plateaux repas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça touche aussi les parents, en fait, ce phénomène de hikikomori, parce que les parents, le sujet de leur fils, ça va devenir tabou. Eux, ils vont commencer à ne plus voir personne parce qu'ils ont peur aussi du regard des autres vis-à-vis de leur fils. Ouais. Et donc ça les renferme. Exactement. Parce qu'ils ont peur qu'on leur pose la question de voilà, qu'est-ce que fait ton fils actuellement. Tu vois, il y a tout ce stress-là. Ils se posent vraiment plein de questions, les parents. Et c'est normal. Et c'est dur de mettre... parce que comme on disait, c'est pas une pathologie vraiment. Donc on sait pas comment... Quand t'es un père de famille, tu sais pas comment réagir à ça. C'est pas s'il faut consulter quelqu'un. C'est juste une mauvaise passe, une dépression classique. Donc c'est ça, et c'est pour ça que ce phénomène nouveau, voilà, on a une psychiatre, voilà, qui est passée aussi dans le reportage France 5, Combini, qui essaye d'aider en fait ces gens-là. Et donc voilà, certains vont faire face à une hospitalisation, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller dans un hôpital et peu à peu être réhabitués à avoir des interactions sociales, à être avec des gens qui ont été comme eux, des hikikomori, parce que eux vont les comprendre, tu vois, ils vont se comprendre entre eux comme ils ont été coincés. Et au Japon, il y avait une étude qui a été menée qui disait qu'un hikikomori, tu vois, il avait besoin de 15 mois pour apprendre à ressortir. Et pas encore se mettre au travail, la réinsertion au travail, mais déjà pour ressortir, aller au magasin, prendre ses habitudes, parler avec des gens, tellement c'est un phénomène compliqué. Au Japon, c'est tellement institutionnalisé maintenant qu'il y a des agents en fait qui vont se rendre dans ces domiciles-là, qui vont parler aux hikikomori et qui vont essayer vraiment de les remettre sur selle, tu vois, de parler et vraiment de les bouger. Des fois, c'est un peu brutal, je trouve, pour des gens qui restent cloîtrés pendant 6 mois. Lui, il va arriver en tant qu'agent, il va casser la porte, il va lui dire maintenant tu sors et tout ça. Je trouve pas que ça... Pour moi, la meilleure des solutions pour établir une vie sociale, c'est qu'un ancien hikikomori puisse parler à ces personnes qui le vivent actuellement. Parce que lui, il a ce ressenti-là, il sait comment il aurait voulu qu'on lui parle à ce moment-là de sa vie, tu vois. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Comme tu le dis, c'est ça qui a été développé de beaucoup au Japon, tu sais, un peu des foyers sociaux gérés par des anciens hikikomori, parce que eux vont comprendre, comme tu le dis, le phénomène que certains même médecins ne comprennent pas et vont pouvoir leur parler. Alors comme tu as dit, maintenant il y a des consultants hikikomori au Japon, et donc le gars dont Lucas parle, c'est un consultant hikikomori, les parents l'appellent et le gars il vous promet de sortir le fils. Mais sortir à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'il va discuter, il va lui dire ok, tu vas sortir. Des fois ça marche parce qu'il arrive à parler avec le gars, le convaincre, le sortir. Mais des fois la méthode elle est tellement forte, voilà, il va casser la porte en mode Pascal le grand frère, et il va le prendre et ça choque certains anciens hikikomori. Ils disaient moi on me sort comme ça, je me braque encore plus parce que c'est pas, tu sors quelqu'un qui est 3 ans chez lui dans sa chambre, tu le sors en cassant la porte. Il faut se dire, c'est des gens qui ont une névrose, qui ont vraiment peur de l'interaction sociale, donc tu vas encore plus les stresser, tu vas encore plus leur faire poser plein de questions, tu vois. Donc c'est pas avec ça que peut-être qu'il aura peur, il va sortir pour te faire plaisir, tu vois. C'est ça. Tu vois, genre, je pense une voie vers la guérison. C'est pas durable en fait. Ça.
Et en moyenne, parce que il y a des hikikomori en Europe, mais au Japon, c'est vraiment extrême, tu vois. En moyenne, ils restent plus de 9 ans enfermés dans leur pièce. Ouais, tu vois, c'est pour te dire le chiffre, 9,6 ans en moyenne. Et c'était un article assez sérieux, donc moi, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Après, j'ai checké les sources et tout ça, et c'est réel. Hein. C'est vraiment la durée moyenne. Fait, je pense aussi, ce qui augmente la durée moyenne, c'est aussi les personnes âgées. Tu vois, parce que j'ai vu un reportage d'un hikikomori qui est resté 34 ans, je crois. Enfin, ça fait plus de 30 ans qu'il est coincé chez lui. Alors, il vit seul, tu vois. Mais souvent, il se fait livrer. Il sort pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment... Il vit seul parce qu'il disait que au lieu d'aller... d'aller il y a 34 ans au travail, il a dit « Je reste chez moi » parce qu'en fait, sa mère l'a traumatisé quand elle était petite. Il disait qu'elle lui mettait beaucoup de pression. À chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, il disait « Si tu continues comme ça, je vais me jeter en l'air, je vais me suicider. » Et du coup, elle disait ça tout le temps. Pression affective. Voilà. Et ça l'a tué. Et il dit, ce qui me rend plus malheureux, en fait, c'est le fait de savoir que quand je vais mourir, on va pas me retrouver tout de suite. On va me retrouver 3 mois après. Et ça, c'est vraiment triste. Et il faut savoir que c'est un gros phénomène au Japon. Bah, je vais te laisser. Mais juste, imaginons, voilà, souvent, les personnes... Il y a de plus en plus de personnes seules au Japon. Et donc, il y a de plus en plus de morts seuls. Il faut savoir que, comme ils voient personne, pas de famille, c'est horrible, ils restent en fait morts sur le sol pendant 2-3 mois jusqu'à que l'odeur alerte les voisins. Il faut savoir qu'une fois, il y avait pendant 2 mois un père qui était en bas, le fils en haut qui habitait, et il ne savait pas qu'il était mort. Et du coup, et tu vois, c'est une vie un peu insalubre, tu vois, ils ont même pas des fois la force de descendre les poubelles et tout ça. Ils sont vraiment dans leur environnement, et tu vois des poubelles un peu partout, c'est un bordel. Parce qu'à la limite, si tu restes cloisonné chez toi, tu vois, tu pourrais au moins, je sais pas, nettoyer, espacer, mais ils sont tellement dans une bulle, dans un conditionnement, dans une bulle que c'est vraiment space. C'est ça. On n'en est pas encore là en France, tu vois, vu qu'au Japon il y a beaucoup de dieux, mais il y a des sociétés aussi qui se développent, tu vois. Il y a des business qui se développent malheureusement à cause de ces morts seuls, et des sociétés qui vont vraiment faire du nettoyage, parce que forcément un corps qui reste 2 mois par terre, ça laisse des traces, ça laisse des odeurs. Ils vont nettoyer et ils vont un peu essayer de tu vois, pas juste faire un nettoyage en mettant tout dans sac poubelle et tout jeter. Ils vont vraiment tout récupérer. Et tu voyais que le nettoyeur, ça le touchait parce qu'il voyait toute l'histoire de ce gars-là. Il voyait que le gars, voilà, il avait voyagé. Il est devenu comme ça, et ils vont essayer de récupérer ça pour la famille. Et voilà, ça crée aussi là où voilà, il y a de la demande, il y a du travail à côté. Et il y a sa fille aussi qui lui a donné un téléphone portable. Et il voit là, le petit mot et tout ça. Ça doit être vraiment un métier assez difficile à vivre. Ouais. Mais en général, la vie d'un hikikomori, comment dire, la vie d'un en général est vraiment différente. Il y a vraiment différents profils en fait. Il y en a qui vont quand même sortir, mais à des heures décalées, tu vois. Donc ils vont vivre un peu la nuit, et ils vont dormir le jour pour vraiment éviter au max le contact social quand ils vont sortir faire des courses et tout ça. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Donc il y a vraiment c'est vraiment une définition assez large. C'est ça. C'est qu'on peut pas donner une définition seule pour un hikikomori. On va dire la définition globale, c'est quelqu'un qui reste coincé chez soi plus de 6 mois. Après, voilà, ça varie des personnes. Il y a des gens qui vont quand même voir leurs parents, qui vont leur donner à manger. Mais c'est vraiment se cloîtrer sur soi-même et ne plus vouloir faire partie de cette société. Et moi, je voulais faire un peu un débat avec toi, tu vois, sur ça justement. Parce que quelque part, moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis informé sur tout ça, ça m'a pas plus choqué que ça au final, tu vois, de la société, parce qu'il y avait un commentaire qui m'a vraiment touché. C'est dans le petit documentaire Combini, il y avait des gars qui étaient aussi hikikomori en France, qui parlaient. Je lisais aussi un peu les les commentaires. Nous ne sommes pas malades, mais nous sommes les symptômes d'une société malade. Et tu vois, il a pas tort en ce qu'il disait, parce que aujourd'hui il y a tellement de choses. Tu sors dehors, tu peux te faire agresser, il y a de la violence. Le monde, il est violent en soi, tu vois. Et nous, on s'est habitué à cette violence. Et quelqu'un qui est fragile, qui est hypersensible, qui a peur quand quelqu'un va te crier dessus. C'est des hauts potentiels qui se posent beaucoup de questions, tu vois, qui sont... Parce que c'est l'intelligence un peu émotionnelle, tu vois, qui est mise en avant avec les hikikomori. Enfin, les hikimori. Ils vont se poser énormément de questions, tu vois. J'ai du mal avec le japonais. Si jamais, t'inquiète. Bon, vous avez compris. Et du coup, je pense qu'ils se posent énormément de questions, tu vois. Ils comprennent pas certains comportements, peut-être aussi ils sont pas mis en avant, parce que en école, et ça commence à l'école primaire peut-être, et au final, est-ce qu'il serait pas normal, tu vois, et c'est nous
qui sommes bizarres à s'être habitués à cette société. Tu vois, par exemple, je me dis, je suis dans la tête d'un hikikomori, je me suis fait harceler quand j'étais petit parce que je sais pas, j'avais une différence, j'étais un peu plus gros, j'avais des dents qui étaient trop devant. Est-ce que tu te dis pas, putain, c'est quoi ce monde de merde où les gens, juste parce que je suis comme ça, ils vont me critiquer, ils vont me truc. Ouais. Tu vois, nous on va se dire, bah ouais, ils sont méchants, c'est des gamins, ils sont pas assez matures, ça va passer avec le temps, il faut grandir, il faut, tu vois, il faut devenir plus fort mentalement, tu vois. Ouais. Nous, on se dirait ça parce que on a grandi, je suis d'accord avec toi, mais on a peut-être du caractère, on est différent, mais eux, ils réagissent de manière, on va dire, normale, tu vois, de manière cartésienne, en disant... Le soutien de la famille et des parents est très important dans ces situations-là. Vraiment parler à l'enfant, parce que, tu vois, s'il n'a pas ce soutien-là à la maison, au moins... je sais pas s'il aura le soutien peut-être de ses profs, tu sais pas comment ça se passe et ça peut vraiment avoir des dérives vraiment importantes. Ouais. Donc je pense que ouais, il faut vraiment être au contact de son enfant un maximum, tu vois, pour voir vraiment ce qui se passe à l'école. Parce que beaucoup disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ils gardent ça pour eux et au final ils construisent une névrose qui se développe au fur et à mesure des années et après c'est la société qui aussi permet de rester seul à la maison parce que, tu vois, à l'époque, tu pouvais peut-être pas te permettre de faire ça. Mais aujourd'hui, tu peux tout te faire livrer chez toi. Tu ne t'ennuies pas si tu as ton ordinateur, si ça te convient, les jeux vidéo, l'ordinateur. C'est aussi une conséquence, tu vois, des hikikomori parce que on a vu certains étaient dans l'art, certains étaient sur l'ordinateur, jouaient aux jeux vidéo, tu vois, ils se renferment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ce syndrome, il va se développer malheureusement en France, que ce soit dans le monde, parce qu'on fait face à une société de plus en plus individualiste, tu vois. On le voit, il faut à chaque fois rester singulier, que ce soit pour le travail, faut à chaque fois faire la différence, faut à chaque fois être le meilleur, faut être le plus parfait, faut être... Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je prends peut-être le message philosophique, mais... Et tu le vois aussi dans un des documentaires, tu vois, dans l'aspect relationnel. Tu vois qu'au final, un hikimori, en général, au fur et à mesure des années, tu vois, ses amis l'oublient. Et il n'envoie plus de lettres, il reçoit plus aucun contact. Et au final, il reste plus que la famille. Et parfois, certains ont pas vraiment ils n'ont plus de famille ou le petit frère ou les parents l'ont juste oublié, tu vois. C'est un peu, donc c'est un peu regrettable de voir que voilà, en ayant un problème psychologique avec la société, tout ça, tu te fais oublier même par les gens que tu aimes. Tu vois, c'est ça qui est malheureux, parce que ça devient un sujet tabou. Et ce qu'on voit dans le documentaire, tu vois, maintenant, je veux parler des bons côtés, c'est qu'il y a des psychiatres, il y a de plus en plus de chercheurs qui font des recherches dessus, qui essayent de trouver des solutions à ce problème. Donc on voit la psychiatre, elle essaye de parler aux parents, de conseiller. En fait, le plus important, c'est déjà d'en parler, tu vois, d'avoir cette force, parce que t'es père de famille, mère de famille, t'oses peut-être pas en parler autour de toi parce que t'as honte que ton fils reste coincé ou t'as peur, tu vois. Il y avait un père qui avait mis les larmes un peu, tu vois, dans une salle parce qu'il avait dit, je pars, je sais pas, un week-end, je reviens, mon fils d'habitude je le vois pas la semaine, mais je sais pas si je l'entends pas, je vais le revoir vivant ou pas, parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est un truc à vraiment, comme tout dans la vie, il faut en parler avec les spécialistes, avec il faut essayer les psychiatres, essayer de comprendre. Maintenant, il y a des trucs qui sont mis en place en France, tu vois, des séjours dans des hospitalisations qui vont permettre de pouvoir parler, tu vois, au fur et à mesure, de prendre des petits déj, de se réinsérer un peu dans la société. Et voilà, c'est un sujet que moi je voulais montrer aux gens aujourd'hui parce que on n'en parle pas trop, mais je pense que ça risque de se développer, tu vois, dans les années à venir. Ouais, mais je crois qu'il y a un indicateur qui a été créé en Europe, il me semble que c'est en Italie, donc vraiment pour repérer les conduites proches de ces symptômes-là, tu vois. Et donc il y a vraiment différents paramètres qui sont analysés parce que c'est vraiment c'est pas une pathologie, c'est vraiment l'expérience de vie qui crée ces symptômes-là, tu vois. Mais ça peut être assimilé à de l'agoraphobie, par exemple, la peur de la foule. Donc il faut vraiment faire la distinction, tu vois, parce que il y a vraiment des antécédents à ça. Okay. Donc tu traites différemment ces deux comportements. Ouais, faut pas faire l'analogie facile entre les phobies et les hikikomori. Voilà. C'est ça. Bah moi je pense que on a fait le tour sur le sujet. Ouais. En tout cas, ça nous tenait à cœur d'en parler parce que c'est un sujet plus sérieux que ce dont on parle d'habitude et mettre un peu la lumière dessus.
On a pu faire aussi l'analogie avec l'Europe parce que voilà, ça se développe maintenant, ça s'importe un peu plus ici, donc en c'est France, cool d'en parler. Et s'il y a des personnes qui sont hikikomori, qui nous regardent et tout ça, voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire aider par des psychiatres et tout ça, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui rend heureux, tu vois, d'être dans cette manière de vivre, tu vois, avoir cette manière de vivre, c'est pas quelque chose qui peut rester pendant 10, 20 ans. Tu restes 3 mois enfermé chez toi, ok, mais si tu commences à rester 5, 6, 10 ans chez toi... Mais c'est plus vraiment sain, et tu vois un peu le cadre de vie autour. Voilà. Tu vis plus, retrouver en fait. Donc essayer de retrouver son autonomie et tout ça, même si c'est pas le plus facile, hein, parce que je pense que, comme tu disais, ça prend des mois et des mois à se remettre vraiment en selle dans la société. Donc c'est vraiment un processus. Faut vraiment avoir, je pense, un cadre autour, tu vois, parce qu'un psychiatre ça suffit pas, à mon avis, il faut vraiment un cadre familial fort, des soutiens de l'extérieur et des communautés aussi. Il y a une communauté en France qui s'est créée, une page Facebook, donc qui recense toutes les personnes, voilà, qui sont touchées par ça, donc pour en discuter vraiment, pour partager ses expériences, parce que c'est la clé, je pense. C'est ça, des groupes Discord, j'avais vu, il y a pas mal de choses autour de ça. C'est une bonne initiative. Bon, en tout cas, voilà, on espère que le sujet vous aura plu, que vous avez appris un peu ce que c'est les hikikomori. Vous excuserez Lucas qui prononce pas bien hikikomori, ikikimori. Voilà, c'est pas, il avait du mal à se prononcer, mais voilà. En tout cas, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et voilà. Salut les gars. Ciao tout le monde.